le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Encore une fois, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rappelez-nous d'abord ce qui a motivé l'élaboration de ce pacte de stabilité sociale. Merci bien. Le pacte de stabilité sociale, vous venez de le rappeler tantôt, a été effectivement signé par les partenaires sociaux le vendredi 25 août au CICB sous la présidence de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le processus de l'élaboration du pacte est un rappel nécessaire dans la mesure où nous sommes à la deuxième génération du pacte de stabilité sociale au Mali, en 2000, précisément le 14 août 2001. L'État, le gouvernement, les partenaires sociaux ont signé effectivement un pacte de solidarité pour la croissance et le développement qui était conclu pour 5 ans. Ce pacte a été évalué précisément en septembre 2014. À l'évaluation, il avait été recommandé effectivement la négociation, la signature d'un pacte de deuxième génération. Le temps a fait son effet. Ensuite, il y a eu les assises nationales de la refondation qui ont recommandé effectivement l'élaboration d'un pacte de stabilité sociale. Il y a eu également la conférence sociale qui s'est tenue du 17 au 22 octobre 2022 qui a recommandé également l'élaboration d'un pacte de stabilité sociale. Et voilà ce processus qui a pris du chemin et qui, depuis effectivement la tenue de cette conférence sociale, le ministère du Travail et de la fonction publique a mis en place une commission d'experts en novembre 2022 qui s'est attelée à élaborer ce projet de pacte de stabilité sociale conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. Monsieur le ministre, est-ce que la signature de ce document est synonyme de fin de grève au Mali? En fait, ça correspond bien à l'objectif recherché. Lorsque vous faites un pacte de ce genre et lorsque vous regardez les engagements communs au parti, dans les engagements communs au parti, il est clairement dit que d'amener les partis à observer une trêve sociale de 5 ans qui correspond à la durée de la mise en œuvre du pacte. Durant les 5 prochaines années, ça veut dire que les signataires s'engagent à ne pas recourir à la grève, mais à privilégier le règlement pacifique, la concertation, donc sans grève. C'est ça l'objectif recherché. Et quels sont, parlons du contenu proprement dit, quels sont les principaux engagements des différentes parties, notamment le patronat, les syndicats et le gouvernement? Merci bien. En fait, le pacte, comme je l'ai tantôt dit, est bâti autour des attentes et des engagements réciproques des parties. Si on prend les engagements, on a deux types d'engagements. On a ce qu'on appelle les engagements communs aux parties. Et dans ces engagements, il y a la question de l'extinction des procès-verbaux de conciliation. Il y a l'observation d'une trêve pendant la période de mise en œuvre du pacte et beaucoup d'autres actions, notamment effectivement l'engagement des parties à respecter effectivement les engagements souscrits dans le document de pacte. Ça, c'est les engagements communs. Ensuite, on va passer aux engagements spécifiques de chaque partie. Lorsqu'on examine les engagements spécifiques de chaque partie, prenons le gouvernement. Le gouvernement s'engage d'abord à élaborer un pacte de stabilité sociale. C'était la première action qui vient d'être effectivement évacuée. Le gouvernement s'engage à créer un conseil national de dialogue social dont le décret a été adopté il y a juste une semaine. Le gouvernement s'engage à organiser les élections professionnelles. Le gouvernement s'engage à respecter la liberté syndicale. Le gouvernement s'engage à relire les textes relatifs aux droits de grève dans le secteur public et privé. Donc, à respecter les services minimums, les services essentiels. Donc, voilà un ensemble, entre autres, et pour les syndicats. Pour les syndicats, d'abord pour les employeurs. D'accord. Pour les employeurs, c'est faciliter la création des comités de gestion dans les entreprises qui vont permettre effectivement aux syndicats de participer à la gouvernance de l'entreprise, de respecter la liberté syndicale, de s'investir dans la création des richesses éventuellement et de respecter les engagements souscrits, mais aussi de négocier des conventions collectives dans les différentes branches d'activité du secteur privé. S'agissant des travailleurs, les travailleurs se sont engagés donc à tenir compte des cycles budgétaires dans les négociations, donc des cahiers de doléances éventuellement, donc à intégrer les questions de compétitivité et de productivité dans les sujets de négociation, à respecter la liberté syndicale, à effectivement aussi progresser pour que la prévention, la gestion puisse prévaloir sur le conflit.
Très bien. Monsieur le ministre, nous savons que c'est une vingtaine de syndicats qui a signé ce pacte de stabilité sociale et les autres. Effectivement, vous avez raison. Nous avons les 4 centrales qui ont signé le Les pacte. quatre principales Les 4 principales centrales, syndicales. Hein. l'UNTM, Mhm. la CSTM, la CMT, la CDTM. D'accord. Et nous avons aussi le reste des signataires, c'est des syndicats autonomes, des syndicats libres. Et là, on a les syndicats des enseignants de l'enseignement supérieur, on a les syndicats des magistrats, on a les syndicats d'enseignants qui ne sont pas affiliés à des centrales syndicales. Donc, à peu près une quinzaine de syndicats qui ont signé en plus des centrales. Est-ce que la porte reste toujours ouverte pour les non-signataires de ce pacte? Absolument, absolument. Je l'avais dit dans mon intervention lors de la signature que le pacte est un document dynamique. Un document dynamique, ça veut dire que la porte reste ouverte pour ceux qui n'ont pas encore signé, qui veulent adhérer au processus. Et bien sûr, nous les accueillons favorablement. Nous avons suivi le président de la transition tout à l'heure. Hein. Lui a appelé les partis au respect des engagements pris. Quelle garantie avez-vous justement pour le respect de ces engagements et quel sort réservé à ceux qui vont, entre guillemets, piétiner les clauses de ce pacte? Vous avez la première garantie, c'est d'abord la bonne foi des partis. Quand vous faites un contrat social, le contrat social repose d'abord sur la bonne foi des partis et le respect des engagements souscrits. Ça veut dire que si moi je m'engage, ça veut dire que je dois respecter ma parole. Première garantie. Deuxième garantie, c'est une question de responsabilité morale. La question de responsabilité morale me renvoie aux valeurs. Lorsque vous regardez les fondements du pacte, on a les valeurs du pacte. Et dans les valeurs du pacte, il y a les questions de justice sociale, il y a les questions de responsabilité qui sont posées, donc qui font que les gens doivent respecter leurs paroles. Ensuite, il y a les mécanismes de mise en œuvre qui sont à 2 niveaux. On a le conseil d'orientation stratégique qui se réunit 2 fois dans l'année, dont les rapports sont communiqués au Premier ministre, mais on a aussi le comité technique qui va regrouper l'ensemble des signataires. Et dans ce comité technique, le mécanisme en œuvre, c'est d'interpeller effectivement ceux qui vont, pour répondre à votre deuxième question, ceux qui vont tenter de ne pas respecter leurs obligations. Donc le mécanisme permet alors de les interpeller. C'est pourquoi on a même mis, pour faciliter tout ça, on a mis un mécanisme de révision. C'est-à-dire que les gens ne respectent leur engagement, mais que lorsqu'il y a des difficultés, que le comité technique peut être saisi et qu'on puisse statuer sur ces difficultés. Et si c'est nécessaire de réviser certains aspects, qu'on puisse le faire donc, au sein du comité technique. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, si vous